On va enchaîner pour la table ronde de cette fin de matinée. Donc j'appelle pas à la barre, sur la scène, Christelle Bedès, Constance Longour, Margot Marie, Claude Saramon et Florence Lapara. Installez-vous. Alors, peut-être une petite information, j'en vois beaucoup sur leur portable ce matin. Ceux qui éventuellement font des posts et disent à leur communauté qu'ils sont présents sur cette journée, je vous propose de faire un petit un slash APN 23 qui nous permettra de converger et de réunir tout ce que vous avez pu publier. Ça nous permettra de convaincre un peu plus et de montrer les initiatives qui sont portées. Table ronde, savoir s'adapter. Adapter son offre aux enjeux environnementaux et aux attentes des clientèles. On recoupe la dernière intervention, s'adapter aux nouvelles clientèles et permettre aussi de séduire les clientèles encore ancrées dans les mauvaises habitudes. Donc nous avons autour de la table Christelle Bedès, ADEME, Agence de la transition écologique, Florence Lapara, qui représente l'Agence des Pyrénées. Donc on excuse Jérôme Meunier, qui effectivement un petit peu loin, hein, la station des Angles, Font-Romeu, et qui effectivement ce matin a eu quelques difficultés, nous a prévenu hier soir, et il est tout excusé. Constance Longour de la Ligue de voile d'Occitanie, merci d'être là. Et puis Claude Saramon, qui est avec nous, et du comité régional d'équitation d'Occitanie, et Margot Marie, comité régional d'Occitanie des clubs alpins de montagne. Donc une belle assemblée qui a pour partie point commun, c'est que vous avez tous peu ou prou travaillé avec l'ADEME, Christelle, et l'ADEME, c'est une structure qui existe depuis plus de 30 ans, puisqu'elle a été créée en 1991. Alors j'aurais envie pour paraphraser ceux que les plus anciens connaissent, Michel Chevalet, je dirais, mais l'ADEME c'est quoi et comment ça marche ? Bonjour Ça marche ou pas ? Ça marche, on vous entend. Bonjour à tous. Merci au CRTL, au Comité régional du tourisme et des loisirs, d'abord cette invitation. C'est avec plaisir là, de me retrouver ici à Millau. Alors pour la deuxième fois en 2 ans, c'est vrai qu'il y a 2 ans, j'étais là pour les conférences territoire à énergie positive, où j'avais pour la première fois l'occasion de parler de tourisme. Voilà. Aujourd'hui, je viens dans une conférence tourisme pour parler transition écologique, mais parce qu'en fait, les sujets sont très liés, et on va le voir juste après. Alors l'ADEME, c'est quoi ? L'ADEME, on est l'agence de la transition écologique. On existe depuis 30 ans, 92, et on travaille sur l'ensemble des sujets de l'environnement, excepté l'eau, aujourd'hui, qui ne sont pas directement dans nos sujets d'activité en tant que tel, mais on travaille avec l'agence de l'eau, avec les agences de l'eau. On travaille aussi avec l'agence de la biodiversité sur ces enjeux-là. Et qu'est-ce qu'on fait à l'ADEME ? Ça a été dit, ce qu'on essaye de faire, c'est d'accompagner les transitions. Et aujourd'hui, les transitions, je pense qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une. Elles sont spécifiques aussi au territoire, à vos territoires. Elles sont à la fois économiques, écologiques, environnementales et sociales surtout. Et je pense que le social, il faut l'embarquer. Et si on ne l'embarque pas, on échouera en fait collectivement, parce qu'aujourd'hui, on est tous citoyens dans une entreprise et sur un territoire. Et donc c'est vrai qu'on est tous responsables de ce que l'on fait au quotidien, que ce soit dans notre activité professionnelle ou personnelle. Voilà. Alors vous fonctionnez par appel à projet ? Alors pas que. C'est vrai que c'était un reproche, c'est souvent un reproche qui nous est fait, parce qu'on a des fonds, on est comme l'est le CRTL pour la région, on est le bras armé des ministères, parce qu'on est sur plusieurs tutelles, le ministère de la Transition écologique et Cohésion des territoires et le ministère de l'Éducation et de la Recherche. On a des moyens budgétaires alloués avec des fonds spécifiques, alors plutôt historiquement des fonds techniques, pour accompagner les enjeux d'économie circulaire, pour diminuer les ressources et faire des déchets des uns des ressources des autres, ou des enjeux liés à l'énergie, et notamment à l'énergie. On parle beaucoup d'énergie électrique en tant que tel, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le principal besoin d'énergie, elle est autour de la chaleur et du froid renouvelable, et donc on a des fonds spécifiques pour financer la transformation des chaudières au fioul aujourd'hui en chaudières ENR biomasse, avec les problématiques qu'il peut y avoir aussi sur la filière, mais c'est des choses qu'on accompagne, ou alors accompagner aussi les sites type gîte et autres sur de l'apport en fraîcheur via de la géothermie, où on va chercher la chaleur ou le froid dans le sol, et qui peut être du coup une source pour diminuer l'impact aussi des établissements. Et on fonctionne par le biais de différents fonds, et des fonds qui sont
différents, qui ont aussi évolué. Et c'est vrai que le tourisme, c'est quelque chose qui est nouveau pour l'ADEME. On accompagne historiquement les sujets bâtiments, on accompagne les sujets sur le transport, alors plutôt transport du quotidien d'ailleurs. Et le tourisme, c'est quelque chose qu'on a travaillé depuis 2 ans par une demande au ministère qui nous a demandé de travailler de façon... Enfin, vous l'avez vu, et vous le savez encore plus que moi, le tourisme, c'est quelque chose de très transversal. Il faut mettre en tourisme les acteurs, il faut les animer pour avoir des ressources qui soient plus conciliantes, plus résilientes. Et donc, ça se fait pas seul, ça se fait avec l'ensemble des acteurs. Et on nous a demandé de travailler sur une feuille de route interministérielle et de mettre en lumière les enjeux du tourisme. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans le cadre d'un premier rapport en 2020 que je vous invite à lire. Et je pense que le CRTL, encore aujourd'hui, avec qui on collabore là depuis 2 ans, et qui pour moi est une découverte aussi sur ce milieu du tourisme pour lequel je travaille là depuis 2 ans sur ce sujet-là, met en lumière un certain nombre d'éléments. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le secteur du tourisme, c'est quelque chose qu'on ne quantifiait pas. On a des impacts sur l'agriculture, on a des impacts sur le secteur du résidentiel, sur le transport. Par contre, le tourisme, on ne savait pas le mesurer l'impact. Et donc, on a réalisé un rapport de quantification de l'impact du secteur du tourisme. Et ces données ont été mises en lumière par l'interlocuteur précédent. C'est que quand on parle de tourisme, l'impact principal est en effet lié au transport. Comment on vient, comment on se déplace ensuite sur le lieu. Et c'est 77% de nos émissions, c'est lié à cet impact-là qui est le transport. Et quand on regarde l'activité proprement dit des loisirs, aujourd'hui, c'est 6% des émissions qui, du coup, l'activité loisir a un impact là-dessus. Et donc l'ADEME, on a un rôle aussi d'apporter ce regard, on va dire, d'études en amont, qu'on essaie de travailler aussi dans le cadre de partenariat avec les acteurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a très fortement travaillé avec le comité régional du tourisme et des loisirs et la région pour essayer de travailler cet angle de la mobilité, avec donc des actions fortes là, qui vont être menées, accompagnées aussi via des systèmes d'appel à projets aussi ou de la formation qui peut être menée pour encourager notamment la mise en tourisme des acteurs. Voilà, sur les questions de la mobilité. Et puis, on a des fonds spécifiques aujourd'hui pour accompagner les opérateurs via, par exemple, le plan Destination France, qui est un plan qui a été initié à l'aube du plan de relance, donc après la fameuse crise Covid, qui a tout mis en lumière. Mais j'ai envie de dire, cette lumière, on la sait, enfin, on la connaît. Il y a différents rapports aujourd'hui qui existent, qui existaient d'ailleurs du GIEC. Moi, à l'ADEME, j'y travaille depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé donc à l'Action internationale au début. Je suis arrivée en région il y a 6 ans de ça. Il y a 2 ans sur le sujet du tourisme. Et c'est vrai que c'est peut-être une découverte pour le milieu du tourisme, les impacts et l'enjeu. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand vous êtes un acteur qui travaille sur les activités notamment de pleine nature, vous voyez, ça a été dit ce matin, que le changement climatique aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on verra demain. Il est déjà là, présent aujourd'hui. Donc ça, c'est un enjeu. Et donc comment on fait, et vous l'avez dit, pour s'adapter. Et s'adapter, ça veut dire avoir en tête ce que va être mon climat de demain ou ce qu'il est déjà aujourd'hui, pour anticiper l'évolution de mes activités, anticiper aussi la planification de mes politiques. Et c'est là où les collectivités, à l'échelle régionale, à l'échelle territoriale, que ce soit les EPCI via aussi le rôle des offices du tourisme, que ce soit aussi les territoires de projet, ont un vrai rôle à jouer de planification des enjeux de ces politiques. C'est quelque chose aussi qu'on accompagne avec des formations. On anime beaucoup de réseaux d'élus, de collectivités, de chargés de mission, la thématique. Et aujourd'hui, il y a un vrai lien à faire avec peut-être notre casquette, c'est vrai qui nous est très technique. Enfin voilà, on est une agence technique d'expertise pour faire comprendre, on va dire, les enjeux énergétiques, écologiques, environnementaux que l'on connaît par ailleurs et les appliquer au secteur du tourisme. Et donc pour ça, avec ce plan Destination France, dont il y a une enveloppe un peu plus de 70 millions d'euros aujourd'hui, il y a plusieurs mesures qu'on accompagne. Et c'est quelque chose, à l'ADEME, on ne sait pas faire seul. Enfin, c'est je pense, notre mot d'ordre. Enfin, on est certes le bras armé, on essaye d'être le bras armé du ministère avec des moyens financiers, mais on est surtout un acteur qui met en réseau
l'ensemble des acteurs. Enfin, en tout cas, c'est notre ADN principal. Hein. Et par exemple, pour le fonds de tourisme, pour citer un exemple, on travaille avec, certains sont dans la salle, hein, à la fois le CRTL qui va être le relais au niveau régional, mais surtout avec des organisations locales qui sont au plus proche des entreprises, qui vont du coup les diagnostiquer, qui vont aider du coup à comprendre un peu l'enjeu, là où le bas blesse, là où il y a besoin de les accompagner sur de la rénovation, sur de l'énergie, sur la gestion de leurs déchets. Et donc avec par exemple l'UNAT qui va accompagner tout ce qui est tourisme social, ou avec les réseaux des CCI, des chambres de commerce et d'industrie qui sont aussi en appui pour aider à monter les dossiers, ou avec les agences de développement de tourisme qui sont partenaires aussi. On en a un certain nombre qui sont présentes et qui vont être, que l'on a formés, qu'on essaie d'outiller aussi pour donner des moyens et des outils de diagnostic et du coup aider à accéder aux différentes aides financières. Merci Christelle de votre témoignage. Vous restez avec nous de toute façon pour éventuellement commenter, puisqu'on va le voir, beaucoup de ceux qui sont ici sur cette tribune ont travaillé avec vous à faire l'émergence de votre projet. On va se déplacer vers Constance Langour. Vous êtes aujourd'hui coordinatrice du réseau Nautiglis Communication et Développement de la Ligue de voile d'Occitanie. Je crois que vous y êtes depuis à peu près 3 ans. Vous m'entendez ? Oui. Oui. C'est ça, donc ça fait 3 ans que je travaille avec, il y a 21 professionnels des centres nautiques d'Occitanie dans le réseau. Donc tout à l'heure on parlait du littoral, mais il y a aussi des clubs de plans d'eau intérieur. À côté de Millau, le plus proche c'est Parlou, je crois, dans l'Aveyron. Voilà, donc c'est des professionnels qui travaillent dans les centres nautiques qui sont ouverts à l'année. Je crois que ce que vous essayez de montrer aussi, c'est qu'on peut passer du nautisme, l'activité sportive en tant que telle, mais aussi au tourisme, c'est-à-dire en vous ouvrant à de nouvelles clientèles, pas seulement aux passionnés, aux adhérents qui veulent pratiquer du sport, mais aussi à tous ceux qui veulent finalement découvrir de manière beaucoup plus ludique votre activité. C'est ça. Donc l'objectif de Nautiglis, c'est vraiment de sortir du côté sportif de la voile, mais d'ouvrir, de proposer des offres pour tous les publics. Et c'est justement l'appel à projet de l'ADEME, on y viendra. Mais on a pu ouvrir des offres, proposer des offres de slow tourisme, FF Voile, justement pour s'adresser à des publics qui ne sont pas là pour apprendre la voile en tant que telle, mais pour se servir monter sur un bateau pour découvrir la faune, la flore et tout le patrimoine qu'il y a autour. Et donc voilà, le but c'est d'ouvrir les centres nautiques à tous les publics et surtout en dehors de la saison estivale, les écoles de voile sont relativement saturées sur juillet et août, mais ces centres nautiques sont ouverts à l'année, donc le but c'est de proposer des activités sur les ailes de saison, voilà, les fameuses. Quand on parlait ensemble en préparant cette table ronde, vous me disiez que le respect de l'environnement, il est vraiment intrinsèque au sport nautique. C'est quelque chose, cette considération de l'eau, ce respect de l'eau, il est présent. Mais pour autant, dans le développement de vos activités, contraintes de fait, vous utilisez encore des moyens polluants. C'est ça. Donc on travaille avec le vent, donc on est quand même proche de la nature. Les professionnels sont relativement sensibilisés à ça. Dans la formation des moniteurs même, il y a tout un volet intégré par la fédération depuis 2009, je crois, sur le sens marin. Voilà, comment sensibiliser les petits qui viennent apprendre la voile au respect du plan d'eau. Voilà, c'est leur terrain de jeu, donc il faut le respecter. Et ça, c'est très important. C'est omniprésent en fait dans l'apprentissage de la voile, mais aussi sur des offres plus grand public. C'est très important de... Avant d'en venir aux offres de slow tourisme, un intervenant tout à l'heure parlait dans la salle du problème de l'étiage des lacs. Et on sait d'ores et déjà, février-mars, c'est dans l'actualité. Quel impact ça a et comment vous vous y adaptez? Comment finalement vous intégrez cette nouvelle donnée qui est finalement une insécurité par rapport à l'étiage des lacs? Là, ça a été très compliqué l'été dernier, puisque on adapte par exemple les bateaux avec une quille, donc qui ont besoin de profondeur dans le lac. Il y en a certains qui n'ont pas pu sortir. Donc les centres nautiques, ils ont toute une gamme de produits. Voilà. Donc c'était davantage de paddle, davantage de canoë. Voilà, on adapte, on fait pas mal de pédagogie à terre aussi. On s'adapte, on les offres. Et après, il y a du coup toutes les offres slow tourisme où il y a carrément un volet de sensibilisation à la faune, la flore,
tout le volet, voilà, reprendre le temps le partage avec le moniteur il y a des dégustations de produits de la mer, il y a des dégustations, voilà, toutes des offres touristiques qui n'étaient pas habituelles normalement. On n'allait pas dans un centre nautique pour découvrir la nature, puisque c'était vraiment l'apprentissage de la voile. Mais là, du coup, il y a plein de propositions d'offres parallèles et autour de la nature pour parfaire quand on ne peut pas sortir le voilier ou quand on... Voilà. Alors vous avez choisi donc de répondre à un appel d'offres de l'ADEME pour développer cet aspect slow tourisme doux, tourisme plus lent. Donc expliquez-nous un peu cette démarche, comment ça s'est développé, comment ça se développera encore, alors, puisqu'il y a de plus en plus de clubs en Occitanie. Je rappelle, 81 clubs nautiques en Occitanie, 25 ouverts à l'année, et aujourd'hui de plus en plus adoptent cette offre de slow tourisme, cette diversification. C'est ça. Donc en fait, c'est l'année dernière. Il y a eu un appel à projet de l'ADEME pour développer des offres slow tourisme. Donc en fait, au niveau de la fédération, donc au niveau national, la fédération a demandé à ses clubs, a demandé qui est volontaire pour développer des offres, du coup, comme je vous disais, selon un cahier des charges qu'on a défini ensemble. Donc reprendre le temps, découverte du patrimoine, partage, remettre un peu d'humain aussi. Et donc la première année, donc on a lancé ça en avril dernier, donc avec aussi une formation, une sensibilisation des moniteurs qui allaient dispenser ces offres. Et en fait, il y a 38 prestataires nautiques en France qui se sont engagés dans la démarche. Donc c'était vraiment, en plus de leur activité traditionnelle, si je puis dire, rajouter des offres. Donc 38 prestataires la première année. Et en Occitanie, on a 15 prestataires. Donc c'est la région de France en fait qui s'est le plus engagée dans cette démarche, puisque peut-être très sensible à ce type d'offre, puisque du coup, comme je le disais, juillet, août, assez saturé. Et donc l'enjeu et l'objectif aussi des professionnels, c'est de se développer sur les ailes de saison. Et les offres slow tourisme en fait sont idéales pour découvrir la nature quand il y a un peu moins de monde dans les centres nautiques, un peu moins de monde sur le littoral et les plans d'eau. Voilà, c'est peut-être plus calme, mais les clients ont plus le temps de reprendre le temps. Et comme disait Madame tout à l'heure, c'est vrai que une activité voile, il y a très souvent, il peut y avoir le moteur, notamment le moniteur suit les bateaux pour enseigner à moteur. Et l'objectif de ces offres slow tourisme, c'est justement d'enlever le moteur et en fait, s'il n'y a pas de vent, on ne va pas sortir. On fait autrement, en fait. Voilà. Et le but, c'est de décarboner les offres et essayer de garder ce côté nature et de le renforcer. Et voilà. À la répartition jeunes scolaires et aspect individuel, tourisme familial, vous en avez une idée ou... Les scolaires, en fait, tous les centres nautiques, enfin ceux, en tout cas du réseau Nautilus, qui sont fédérés par la Ligue de voile Occitanie. Donc on va dire 25 sont ouverts à l'année et sont ouverts à l'année puisqu'ils accueillent des groupes. En fait, là, ça a repris février à juin. Il y a en scolaire, je ne sais plus. Enfin, voilà, il y a un gros volume de scolaires sur toute la région Occitanie. Les groupes et ensuite, voilà. Mai-juin, je suppose. Mai-juin et après, en fait, toutes les vacances scolaires. À chaque vacances, en fait, il y a les stages de voile classiques du lundi au vendredi. Enfin voilà, toutes les structures sont ouvertes et accueillent du public pendant toutes les vacances. Et en dehors des vacances scolaires, c'est du coup les scolaires, les classes de mer qui viennent. Voilà, il y a aussi des comités d'entreprise qui viennent faire des stages de voile. Voilà. Merci Constance. Madame Bedès-Christel, c'est donc ça vous a apparu naturel au niveau de l'ADEME de suivre ce genre de propositions, de démarches. Vous avez co-construit un cahier des charges avec eux? En fait, dans le cadre de ce dispositif, donc c'était dans le cadre d'un appel à projet, dans le cadre du programme Plan de relance, il y a donc un accompagnement direct aux bénéficiaires, tout ce qui était PE-PME sur la partie le développement du fonds tourisme durable en amont et avec l'appui du réseau de partenaires. Et en parallèle, avec le ministère notamment des entreprises, la DGE, qui travaillait historiquement avec certains départements, dont le Gers, et fière de le citer puisque je suis gersoise native, du coup était très mobilisée pour développer un cahier des charges spécifique sur ce que ça voulait dire slow tourisme. Et du coup, on a travaillé avec les différents ministères, les fédérations aussi au national, sur un appel à projet, alors qu'il s'est fait, comme souvent dans les appels à projet, de façon
très courts, dans des délais très serrés, mais dont on a eu, parce que je pense qu'on a eu un acteur régional qui a aussi fortement relayé, qui est encore une fois le CRTL, des candidatures très nombreuses, en très grand nombre au niveau national, avec plus de 300 candidatures, 390 même candidatures nationales. Et le premier territoire, on va dire, candidat était l'Occitanie, avec 70 dossiers, dont 13 lauréats en Occitanie, et des dossiers comme la fédération, avec du coup des territoires dont l'Occitanie était très mobilisée. Donc c'était, oui, l'idée qui était quelque chose de très large, avec l'idée de financer à la fois et de l'ingénierie, donc du temps humain, dans des structures associatives, pour transformer, former, encourager, ce qu'a dit du coup l'intervenante précédente, mais aussi d'avoir des études pour essayer de quantifier l'impact en fonction de la typologie du coup de l'offre sur le tourisme, et qui était très diverses et variées. Ça pouvait être des offres sur une activité, comme on a des témoignages là aujourd'hui, ou des offres sur de l'hébergement, ou des offres pour travailler autrement sur du voyage. Donc voilà, donc il y a eu différentes typologies de candidatures, et aujourd'hui il est prévu de relancer pour un autre appel à projet au niveau national sur ces sujets-là, avec des partenariats aussi qui sont en cours de construction, et dont vous aurez certainement les informations via les relais avec lesquels on travaille, et qu'on n'hésitera pas de relayer, et qui feront du coup écho à tout le travail et le retour d'expérience des premiers bénéficiaires de ces projets-là. Et on voit bien, juste pour terminer, que ces projets-là, ils sont intéressants parce qu'il y a une mise en réseau des acteurs. Et il y a un besoin de cette mise en réseau-là qu'il faut encore, je pense, travailler, qu'on n'accompagne pas. Enfin, moi-même, individuellement, je ne suis pas en capacité à suivre tous les projets de façon individuelle. Par contre, il y a vraiment un besoin d'animer, de renforcer ça à l'échelle régionale, et certainement avec le CRT, la région aussi qui est très mobilisée là-dessus, d'animer aussi un réseau de bonnes pratiques pour valoriser ce que fait la fédération ou le comité régional d'équitation, et voir comment ça peut être démultiplié localement ou nationalement. Merci Christelle. Travailler ensemble, travailler différemment, et en particulier adapter son offre. Je crois qu'on va en venir à Margot Marie, Fédération française CAM, donc du club alpin. Vous allez nous présenter ce que vous avez fait. Vous avez su, je crois, rebondir sur une initiative qui avait été prise ailleurs et adapter ce qui sont les têtes de gondole du tourisme en haute montagne ou en montagne, en gros, les refuges. Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité aussi à intervenir sur cette table ronde. Je vais prendre la grosse casquette de la fédération, puisque en effet l'initiative Refuge en famille a été d'abord développée en Savoie, puis déclinée sur le massif des Écrins. Dans la première idée, il y a quelques années, donc c'était avant le Covid quand même, c'est un marqueur important, c'était surtout un axe d'accompagnement et de sensibilisation qui était d'orienter le public famille, qui était déjà présent en montagne, vers les refuges qui allaient être les mieux adaptés justement à leurs besoins, que ce soit peut-être des réveils un peu plus tardifs, jusqu'à la taille des chaussons ou des crocs pour les enfants, pour éviter qu'ils traînent en chaussettes. C'est avoir des gardiens, des gardiennes sensibilisés aussi à ce public-là, qui est différent du public d'alpinistes ou de trailers qui vient en montagne, qui vient en refuge pour s'abriter et pour dormir, qui ne va pas du tout avoir les mêmes besoins et les mêmes envies. La différence sur le déploiement dans les Pyrénées, c'est que donc dans les Alpes, ils avaient fait des brochures papier qui changeaient, ils éditaient tous les 2 ans. Nous, on s'est dit, on veut quelque chose de plus malléable. Donc on a développé 2 outils. Il y a un site internet qui est une plateforme où on recense au fur et à mesure les refuges et leurs gardiens qui rentrent dans le dispositif Refuge en famille, et qui permet aussi d'avoir toutes différentes pages sur la préparation de sa rando et déjà des premières informations sur le fonctionnement d'un refuge. Parce que c'est vrai que c'est un hébergement un peu ambivalent. À la fois, c'est un abri, on a une fonction d'intérêt général, donc c'est accès, même quand c'est pas gardé, c'est ouvert, etc. C'est un hébergement collectif, mais c'est aussi un hébergement qui doit faire des nuitées, accueillir du public pour malgré tout survivre.
Le public familial et néophyte est de plus en plus présent, de plus en plus demandeur. Enfin, on est tous témoins aujourd'hui, et y compris aller vers la moyenne montagne. Et donc le but, c'était de pouvoir le mieux possible préparer ce public en leur indiquant quoi mettre dans leur sac, leur indiquant où chercher l'information météo, leur dire que leur gardien, c'était leur meilleur allié avant de monter pour justement prendre toutes les infos, pour éviter d'être aussi le moins déçu possible ou le moins frustré. Même si on vient en montagne pour s'émerveiller, sur l'aspect logistique, c'est pas comme aller marcher autour de son quartier le dimanche après-midi. Donc le but, c'est d'accompagner ce public néophyte pour qu'ils prennent le plus de plaisir et qu'ils soient en sécurité aussi. Et sur le pendant environnemental, il s'est ajouté avec nos outils pyrénéens pour expliquer à la fois quelques éléments de la faune pyrénéenne, mais aussi dans le fonctionnement du refuge, puisque la question de l'énergie, de la ressource en eau, elle n'est pas la même qu'en vallée. Et pour finir sur le second outil qu'on a développé, qui là est quelque chose de physique, mais c'est pas une brochure, un prospectus. On a développé un mémo solide qui est disponible en refuge. C'est un peu aussi la surprise, la carotte, quand les enfants arrivent, ou sous forme de jeux, de petits questionnaires, ils en apprennent plus sur le fonctionnement du refuge, sur la faune. Il y a même une chasse, chaque refuge partenaire a un tampon, et s'ils ont 5 tampons, ils peuvent nous envoyer une photo de leur collecte, et on leur envoie un premier carnet de courses dédié. Voilà. Les gardiens de refuge, c'est un nouveau métier pour eux. Ils se sont formés, ils ont accepté. C'est vraiment aujourd'hui un nouveau métier que d'accueillir des familles plutôt que d'accueillir des randonneurs ou des alpinistes. Alors c'est sûr que le métier, il a complètement changé par rapport il y a 30 ans, même 20 ans. C'est plus du tout le même rôle. Ils se sont adaptés sur le tas, mais il y a aussi une formation dont il y a 2 formations jumelles, une à l'Istia à Foix et une dans le Vercors, si je ne me trompe pas. Et ce diplôme de gardien a intégré justement aussi beaucoup ces aspects-là d'accueil du public. Ils ne sont pas là juste pour garder le refuge et faire la vigie, ils sont là pour accueillir tout le monde qui passe en refuge, qui peut que passer à la journée, se désaltérer, chercher de l'info, mais aussi justement dormir et forcément s'abriter quand le temps est mauvais. Donc leur métier a beaucoup changé, il est encore en train de changer. C'est pour ça que ce dispositif pyrénéen, il est aussi complètement co-construit avec les gardiens. Il y avait plusieurs gardiens qui ont travaillé tout le long, et on est en partenariat direct avec la GREPI, qui est l'association des gardiens de refuge des Pyrénées. Donc la GREPI pour le coup est proactif sur tous ces sujets-là, et tout ça a été soutenu par le commissariat de massif, puisque la fonction est aussi sécuritaire mais aussi sociale, de dire on veut permettre à un public qui n'a pas la culture montagne de venir chez nous, de se dire que les refuges ce n'est pas réservé qu'aux alpinistes ou qu'aux membres, et encore moins qu'aux membres du club alpin. Donc c'est aussi pour ça que c'est vraiment destiné à accompagner du début jusqu'à son arrivée en refuge. Alors justement, vous parlez de cette nouvelle clientèle, vous parlez des alpinistes. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'usage ? Est-ce que les anciens, ou en tout cas ceux qui faisaient ces refuges, acceptent bien volontiers ? Est-ce que la cohabitation se passe bien dans les refuges ? Globalement, le public familial est beaucoup plus présent en cœur de saison l'été. Et c'est pas forcément là où il y a le plus le public montagnard qui fait des grandes courses, il va être moins représenté peut-être sur ces périodes. Après, il y a aussi une phase la pédagogie entre guillemets sur cette cohabitation, ce partage, elle se fait justement aussi dans les 2 sens. Nous, on informe de plus en plus. Le changement pour le randonneur ou l'alpiniste, déjà, ça a été la réservation. On encourage maintenant la réservation pour
que les gardiens anticipent, pour avoir des infos aussi, puisque le but, c'est pas juste de prévoir les repas ou les chambres, c'est aussi de dire, de donner l'info, j'arrive de tel endroit, je devrais être là à telle heure, s'il y a un problème, faut chercher par là. Donc déjà, la réservation, ça a été un premier frein, un premier changement pour les montagnards aguerris. Après, le public montagnard, ça peut être aussi une personne qui pratique toute seule de manière justement sportive, mais qui, dans ce refuge, va venir en famille ou avec ses petits-enfants pour montrer autre chose. Et aussi, le rôle de refuge en famille, de par ces biais-là, c'est aussi en travail avec les offices de tourisme en vallée, le plus près, pour aussi les informer et faire en sorte que le public néophyte comprenne le fonctionnement du refuge, qu'il y a un service le soir, qu'on se couche, on éteint les lumières vers une certaine heure et on respecte aussi ceux qui vont se lever plus tôt. Voilà. Ça fait aussi partie des fondamentaux de l'apprentissage de la montagne, qui est le respect du sommeil, le respect des horaires, le respect du lieu. Complètement. Merci Margot. On passe à Claude Saint-Ramond. Alors, quand on s'est rencontrés, j'ai été vraiment, moi, très surpris. Je n'imaginais pas que votre comité régional de Mécresse, c'était une aussi belle, une aussi grande machine, puisque vous avez 62 000 licenciés. 62 000 licenciés, c'est impressionnant. C'est vous, Claude, c'est vous. Oui, je vois. Oui. Mais je n'avais pas vu le document. Donc. Voilà. Oui, on a 62 000 licenciés. On est la troisième, enfin, au niveau national, on est la troisième fédération en nombre de licenciés. Donc, voilà, on est assez nombreux, on est assez repliés sur nous-mêmes, bien souvent, parce que, voilà, ce sont des passionnés qui font entre eux et qui ont plutôt tendance à profiter de tout ça dans un monde qui leur appartient, avec un vocabulaire qui leur appartient. Sans doute que c'est le vrai pour toutes les disciplines. Hein. Mais si nous, on doit s'adapter, c'est effectivement en s'ouvrant et en regardant les choses du point de vue aussi de toutes les contraintes que vous avez citées tout à l'heure, hein, le réchauffement climatique pour commencer, le public. Voilà, comment on peut nous-mêmes mettre une pierre dans cet édifice, dans cette construction et développement du tourisme, sachant que l'équitation, c'est un secteur qui couvre le sport pour à peu près 20% de ce nombre de licenciés, un peu plus de 15% pour le tourisme à proprement parler, c'est-à-dire des activités de loisirs. On touche aussi au social. Tout le monde a déjà plus ou moins entendu parler des chevaux qui rentrent dans les hôpitaux, qui permettent d'accompagner les malades ou les personnes en difficulté, qu'elles soient âgées ou handicapées. On a aussi de la culture. Nous, on est dans une région, vous le savez, où les Camargues, tout à l'heure j'ai entendu parler, je ne sais plus où, voilà, c'est ça. Mais les Camargues font partie de notre culture, mais le spectacle équestre aussi, par exemple. Voilà. Donc on touche à beaucoup de sujets. Ce que vous me disiez aussi, c'est que vous avez 1000 centres équestres, donc c'est énorme, 1000 oui. centres équestres sur une région comme l'Occitanie, 13 départements, 1000 centres équestres, mais qui sont assez, et vous l'avez encore dit ici, assez refermés, et le tourisme va permettre aussi de l'ouvrir vers d'autres clientèles et de générer un autre type de comportement. C'est ça. Les centres équestres tournaient avec une clientèle qu'ils allaient chercher à 30 km autour de chez eux. Ça commence à 3 ans, hein, et puis c'est un des sports qui peut se pratiquer jusqu'à 70 ans et plus, et qui est très féminin. 80% de nos pratiquants sont des pratiquantes, mais pour pouvoir aujourd'hui s'adapter, on l'a vu avec le Covid, etc., la dimension pleine nature doit vraiment être prise en considération de façon beaucoup plus... Et ça, c'est ce que nos collègues et mes collègues ont pris en considération très très fort. On a eu 11% d'augmentation après la post-Covid, du fait de la Covid, parce que la pleine nature était une activité, enfin était un objectif de santé à la limite. Les gens sortaient d'un confinement et il fallait vraiment qu'ils aillent dans la nature. Et du coup, nous, on a exploiter ça, et c'est à ce moment-là qu'on a essayé de voir du côté du tourisme qui n'était pas très pratiqué, le tourisme équestre, pardon. C'est-à-dire
donner des compétences équestres à des piétons, à des gens de passage qui avaient besoin, avec des cavaliers aussi, mais voilà, faire monter à cheval Vous faites monter un randonneur sur un cheval. des vacanciers. Voilà, Faire monter des vacanciers à cheval. Et c'est pour ça que vous avez aussi voulu répondre à un appel à projet de l'ADEME pour créer aussi de la visibilité avec des grands itinéraires. Eh bien oui, parce que comme les Romains, pour pouvoir, voilà, envahir et puis se développer, il fallait d'abord créer les voies. Donc on n'en a pas enfin on a bien des chemins, hein, mais vous le savez tous sans doute, ils sont limités, ils sont contraints par des propriétaires terriens, par des ventes de parcelles. Donc il n'y a pas de continuité dans ces chemins-là. Donc on a fait on a constaté qu'il nous fallait ça. Là on ne pouvait pas le faire tout seul. Du coup on a répondu à l'appel à projet de l'ADEME qui était basé sur le slow tourisme. Or nos chevaux au pas ils vont à 5-6 à l'heure et au trot ils vont à 14, 15, 16 à l'heure, suivant comment ils sont grands, petits ou rapides. Comme un trailer. Exactement. Voilà. Et au galop, ils y vont quasiment pas parce que voilà, c'est trop épuisant. Du coup, cette lenteur-là, ça nous permet, et on le sait, nous qui le pratiquons, ça nous permet vraiment de pouvoir profiter de l'ensemble des richesses du territoire. En Occitanie, Dieu sait s'il y a fait. Moi, je suis du Gers aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai eu accès à... Non, ça n'a pas lié. Voilà. Parce que je ne l'ai pas su, donc dites-le moi, qu'on puisse... voilà, donc on avait là l'outil pour pouvoir vraiment compléter la palette de l'ensemble de ce que fait le tourisme et le loisir, la région, etc. Nous, on n'était pas présents là, donc, parce que voilà. Aujourd'hui, on croit qu'on a une place là-dessus. On avait besoin de structurer tout ça et les fonds qu'on a reçus, nous on a reçu plus de 80 000 euros pour faire ça et voilà, donc ça nous a permis de mettre en place, et on finit là, de mettre en place les 3 grands itinéraires qui vont vraiment mailler le territoire. Alors c'est la croisade des Albigeois et le catharisme, ça c'est un des thèmes pour ce premier itinéraire. Le deuxième c'est les grands cosses et pastoralisme et puis ensuite c'est de l'aéronautique aux étoiles. Vous avez tenu à aussi calquer sur l'identité du territoire, vous donner du sens à ces itinéraires. Ah ben c'est le sens qui fait que les choses dureront. Pour nous, on ne sait pas le faire autrement. Il faut absolument que les choses aient du sens. Et ça, quelqu'un l'a dit au début de votre colloque. Évidemment que c'est très important pour nous aussi. Et je crois qu'il y a un chiffre qu'avait donné Dominique tout à l'heure, 1% des touristes font de la randonnée pédestre itinérante. Et là, vous me disiez qu'il n'y a que 1% de vos touristes équestres qui vont au-delà d'1 heure autour d'un centre. C'est ça. L'essentiel de l'équitation touristique, du tourisme équestre, c'est globalement autour de nos structures qui sont des fermes. Hein. Ce sont des fermes. Les gens viennent pratiquer parce que le côté pratique, etc., ils pratiquent en boucle, ce qu'on appelle en étoile. Donc ils s'en vont, ils font un circuit d'1 heure, 2 heures, une petite après-midi. Ça, c'est la grosse partie de nos clients. 80, presque 98% de cette pratique se fait sous cette durée-là. Et seulement quelques pratiquants, des passionnés. C'est sans doute la même chose pour le Saint-Jacques-de-Compostelle et pour les marcheurs. Pour faire en longue durée, il faut vraiment avoir un projet particulier. Le Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, puisque c'est un de ceux qui sont le plus pratiqués dans la durée, puisqu'effectivement, il y a cette dimension spirituelle. Mais sinon, tous les autres grands itinéraires, effectivement, se font par petits bouts, et ce sont surtout, vous l'avez bien senti, des éléments de promotion du territoire qui permet de donner de la visibilité, de donner envie d'en découvrir un petit peu. Hein. Il y a 2 grands itinéraires, le Gervais en Corse et le Saint-Jacques-de-Compostelle, qui essayent d'être faits dans la durée. Il y a beaucoup d'envie, il y a moins de personnes qui vont jusqu'au bout. Mais sinon, les autres grands itinéraires sont surtout des vitrines qui permettent d'irriguer localement ce que vous essayez de faire justement avec votre initiative. Je crois que vous avez une problématique. Aujourd'hui, vous êtes en chemin et ça sera prêt d'ici quelques mois. D'ici quelques mois, on espère notre appel à projet pour pouvoir lancer la deuxième partie qui consistera à mailler le territoire plus finement à partir de boucles autour éventuellement de gîtes ou de centres équestres. Ça, c'est selon. On a créé une association. Cartographie précise, topo guide, des conférenciers qui pourront aussi donner du sens à ces thèmes que vous avez donnés au territoire.
Les topoguides, nous, on n'a pas fait le choix de travailler sur du papier. On a une application, on a acheté une application qui s'appelle Camino, qu'on utilise et sur lequel vont figurer tous nos... Voilà, on a un partenariat avec la fac de tourisme de Foix et les conférenciers qui vont relayer et utiliser tous les points qui vont être traversés pour en faire je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est le moyen pour les gens qui suivront de pouvoir avoir une description de l'endroit où ils passent, description professionnalisée par justement ce partenariat. Alors, j'interpelle peut-être un petit peu Nahuel à ce moment-là. Tourisme équestre, randonnée et refuge. Est-ce qu'il y a des conflits d'usage? Est-ce que finalement tout le monde vit bien sur le sentier? Est-ce que quand des itinéraires se dotent de plusieurs... Aujourd'hui, on a le même itinéraire qui avant était un itinéraire de randonnée pédestre, qui devient un itinéraire de trail. Demain, il deviendra aussi un itinéraire de randonnée équestre. C'est un faux procès finalement, le conflit d'usage. Voire de gravel. Voilà, de gravel, voilà. Clairement, c'est un enjeu majeur. Sur mes événements, nous, ce que je disais, on se refuse à mettre de la peinture, même de la peinture biodégradable, parce qu'il y a toujours des offres avec du marketing qui sont bien marketées. Mais nous, voilà, il y a des chemins de randonnée qui sont très bien balisés. On a cette chance en France d'avoir un maillage de chemins qualitatif. Donc nous, on se refuse à rajouter des flèches, des points, comme certains font. C'est notre choix, c'est notre conscience qui nous impose ça. Et clairement, quand on voit maintenant la qualité de ce maillage de chemin de randonnée, toutes les activités qui peuvent avoir lieu sur ces chemins-là sont à questionner. Et un des premiers questionnements, c'est le balisage. Parce que clairement, nous, on commence à avoir des retours sur le fait un balisage physique, ça peut être équestre, ça peut être VTT, ça peut être trail, ça peut être, pourquoi pas, gravel. Clairement, il y a une mutualisation, je pense, à faire pour optimiser les choses. Parce que c'est un peu un mot qui revient souvent, c'est le qualitatif. Là, clairement, il faut faire quelque chose de qualitatif pour que tout le monde y retrouve son compte et que ça soit... parce que les conflits d'usage, ils peuvent naître aussi que sur les gens qui entretiennent les sentiers, qui c'est qui entretient le sentier. Donc peut-être que si ça va que dans un sens, il peut avoir un conflit d'usage par rapport à ces usagers-là qui disent « Attendez, moi je suis, je sais pas, l'exemple, la fédération de randonnée, je prends en charge l'entretien de ce sentier-là, mais je vois des traces de chevaux, je vois des traces de VTT, j'aimerais un peu que ça soit donnant-donnant. » Bon, après, c'est toujours aussi dans ce qu'on dit, c'est que mutualiser. On n'y arrivera que si on fait les choses ensemble. Donc il faut fédérer, et ça, je pense que c'est un vrai levier. Alors, fédérer, travailler ensemble, finalement, c'est ce que va nous dire Florence Lapara, puisque c'est l'objet de la Confédération. Ça s'appelle aujourd'hui l'Agence des Pyrénées. Oui, c'est un vieux réflexe, la Confédération Pyrénéenne. Donc, vous avez justement agrégé tous ceux qui travaillent à l'échelle de ce grand territoire que sont les Pyrénées. Oui, tout à fait. Donc en fait, l'Agence des Pyrénées, c'est le rapprochement de 3 anciennes associations emblématiques du massif des Pyrénées, que vous connaissiez peut-être, même sûrement. D'une part, la Confédération pyrénéenne du tourisme, qui avait pour vocation de valoriser le massif et l'ensemble des offres sur le plan national et international. D'autre part, l'ancienne ADEPFO, qui accompagnait les projets sur l'ensemble du territoire de manière très, très opérationnelle. Je vais y revenir bien sûr tout à l'heure. Et le CIDAP également, qui travaillait sur l'amélioration de l'infrastructure numérique et téléphonie pour notamment éviter les zones blanches. Donc en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Agence des Pyrénées regroupe ces 3 anciennes associations emblématiques et historiques du massif. Et aujourd'hui, on voit toute la puissance et toute la force qu'a cette agence de pouvoir croiser finalement, envisager le développement du massif à 360 degrés en intégrant toutes les dimensions, que ce soit la dimension touristique, que ce soit la dimension économique et toute la dimension également protection de l'environnement. Alors, juste peut-être aujourd'hui, pour décrire... Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière moi, mais... Allez-y, c'est vous qui comptez aujourd'hui, et pas les images. Alors, notre feuille de route aujourd'hui de l'agence, elle est en 4 axes.
Un premier axe qui est de développer le massif, développer au travers de l'accompagnement de projets sur le terrain. Je vais y revenir avec des exemples, des illustrations très concrètes tout de suite après. Donc développer, aider les acteurs du massif dans leurs projets, dans la structuration de leurs projets et dans l'ancrage dans le territoire. Le deuxième axe, c'est valoriser la destination Pyrénées. Le troisième axe, c'est préserver. On est vraiment au cœur du sujet. Vous l'avez évoqué, ça a été très bien dit juste précédemment. Et je vais y revenir, bien sûr, évidemment. Et quatrième axe, c'est de fédérer les acteurs et les forces vives du massif pour travailler ensemble sur tous ces sujets. Donc, en fait, au cœur de la feuille de route de l'Agence des Pyrénées, qui a été voulue à l'initiative notamment de la région Occitanie et de la région Nouvelle-Aquitaine, puisque nous sommes interrégionaux, à cheval sur les deux régions pour couvrir tout le massif des Pyrénées. Et avec les 6 départements, les 40 stations de montagne pyrénéennes et le soutien du commissariat de massif des Pyrénées et toutes les forces vives du massif, tous les acteurs, les socio-professionnels, etc. Elle a vocation en fait à regrouper tous ces acteurs. Donc en fait, au cœur de notre feuille de route, c'est d'encourager finalement une nouvelle dynamique de développement pour les Pyrénées, qui s'appuie sur les richesses à la fois naturelles, à la fois patrimoniales, à la fois humaines du massif, et dans une logique évidemment de gestion durable de l'ensemble de ces richesses. Alors juste de ce fait, étant donné cette feuille de route, évidemment la transition des territoires de montagne, la transition des stations de montagne sont bien évidemment au cœur des sujets. Et on intervient à notre niveau en accompagnement des acteurs, qu'ils soient publics, privés, que ce soit les territoires, les socio-professionnels des territoires, pour avancer dans ces transitions. On l'a vu tout à l'heure, au travers des témoignages, la route est longue, mais l'idée c'est de pouvoir avancer ensemble, et de manière collaborative. Alors concrètement, avancer et travailler sur un modèle de développement plus durable, donnez-nous quelques exemples de réalisations concrètes ou en tout cas d'initiatives qui permettront de faire évoluer un modèle qui s'adapte aux attentes actuelles des clientèles pour les faire évoluer vers un autre modèle de produit. Tout à fait. Alors, en effet, pour recoller complètement au thème de la table ronde, par exemple, on travaille beaucoup avec l'ensemble des territoires du massif et les acteurs sur la diversification des activités. Vous l'avez dit tout à l'heure, bien souvent, en période d'hiver, on a encore la vision des activités neige, mais il y a déjà beaucoup d'autres activités et ça peut encore être développé sur cette période-là. Il faut le faire savoir et le valoriser. Sur, bien sûr, les autres périodes de l'année, il y a déjà énormément d'activités. On travaille beaucoup sur la promotion des activités, période printemps, été, automne, et à la fois dans la valorisation des activités existantes et à la fois dans la diversification de ces activités. Alors, quelques exemples. Un exemple, on travaille, c'est au cœur de la feuille de route de l'agence, sur la filière vélo. En accord avec l'ensemble des partenaires du massif des Pyrénées, il est clair que le vélo représente une filière extrêmement importante, emblématique, qui colle à l'image du massif et en plus en devenir avec un potentiel de développement extrêmement important. Donc concrètement, notamment, on travaille beaucoup avec les agences départementales du tourisme. Et dans ce cadre-là, il a été travaillé l'année dernière un topo guide vélo qui avait pour vocation, à l'échelle du massif, de mettre en évidence des itinéraires vélos et d'associer des offres touristiques autour d'itinéraires pour faire rayonner les visiteurs, qu'ils soient d'ailleurs des locaux ou des gens qui viennent de plus loin, et pour des périodes courtes comme pour des périodes longues. Donc ça, c'est un premier axe, de travailler autour de cette filière vélo.
C'est également de la valoriser dans notre axe valorisation du massif et promotion. Par exemple, cet été, nous allons avoir donc des actions de communication qui feront vraiment la part belle à tout ce qui est itinérance, randonnée et vélo en particulier, sous toutes ses formes, et de pouvoir le faire savoir et de pouvoir faire cette valorisation globale de l'angle vélo. Voilà. Vous aviez choisi de présenter l'exemple de la station des Angles avec Jérôme Meunier, qui, je l'ai dit, n'a pas pu être des nôtres. Pourquoi vous aviez choisi la station des Angles ? Alors, la station des Angles, c'est une station qui, depuis des années, travaille sur la diversification des activités. Et en fait, alors, vous connaissez peut-être bien la station des Angles. Donc, c'est vrai que c'est une station qui est extrêmement dynamique, qui est représentatif finalement de l'évolution d'un tourisme qui était monoactivité autour du ski alpin et qui a développé de nombreuses activités complémentaires, à la fois en hiver et à la fois tout le reste de l'année. Alors, pour en citer quelques-unes de manière très très concrète, vous avez tout d'abord un espace aqualudique, spa, bien-être, qui colle en plus aussi aux valeurs du massif. Un parc animalier, ils ont développé aussi une salle de concert et d'activités culturelles qui permet notamment d'organiser des événements hors saison pour faire venir des publics soit en proximité, soit plus éloignés à l'occasion de ces grands événements et notamment sur des périodes de l'année où évidemment il y a moins de fréquentation. Récemment, il y a eu aussi un investissement sur une luge qui avait pour objectif de diversifier les activités, mais aussi de pouvoir finalement optimiser aussi les infrastructures déjà existantes, parce qu'il faut se rappeler que dans les stations de montagne, l'impact du ski est encore extrêmement important, hein, bien sûr, et que c'est toute une économie des territoires entiers qui vivent autour de ces activités. Donc, d'où les petits pas qu'on évoquait tout à l'heure pour grandir, développer d'autres activités autour. Et ce qui est intéressant aussi dans la station des Angles, c'est que c'est un village-station avec des activités à la fois au niveau de la station, à la fois au niveau du village, et plus largement, avec par exemple le lac de Matmal, où il y a plein d'activités nautiques qui est également en proximité, et plus largement, à l'échelle du territoire des Pyrénées catalanes, d'autres activités qui se développent, notamment des itinéraires vélos, notamment aussi en hiver, un parc nordique avec notamment des voies blanches qui permettent différents types d'activités. Et donc, il y a une synergie aussi dans le territoire pour que tous ces acteurs travaillent ensemble et à la diversification de toute l'offre touristique du territoire. Merci Florence. Donc, avant de clore notre matinée, une matinée dense avec beaucoup d'intervenants, et je les remercie tous, les questions pendant quelques minutes. Je ne vous vois pas bien. Est-ce qu'il y a des questions, monsieur ? Pardon, hop là, pardon. Merci. Bonjour, merci. Arnaud Pittman, je dirige une base nautique sur le littoral et puis je suis président du comité départemental de kayak et sport de pagaie. Je rebondissais un peu sur ma collègue qui a parlé de la voile, là, qui a parlé de toute son activité. On n'a pas tellement parlé des freins qu'on avait aussi sur la pratique liée au comportement des collectivités et notamment des mairies qui ont les compétences. On a deux sujets importants, c'est les accès qui sont de plus en plus limités et des fois on est défavorisé par rapport à des activités polluantes. Voilà, il faut être clair sur le littoral, notamment le développement de la pratique du jet ski par rapport aux activités nature. Et puis après, on a eu des soucis liés au changement climatique, c'est qu'effectivement, ça a été abordé tout à l'heure, il y a des phénomènes météo qui apparaissent à des périodes de l'année où avant on n'avait pas, c'est-à-dire tempête sur la partie estivale. Et on se retrouve avec des problèmes d'accidentologie fortes que les mairies ne savent pas gérer.
puisqu'il y a des noyades, etc. Alors que d'habitude, ces phénomènes arrivent l'hiver, et l'hiver, il n'y a pas de baigneurs, donc il n'y a pas de noyades, il n'y a que des pratiquants confirmés. Et on se retrouve interdit de pratiquer à des périodes de l'année où nous, on a les compétences, puisqu'on a des diplômes pour ça. Donc ceux qui nous donnent les diplômes nous interdisent d'encadrer nos activités dans les conditions dans lesquelles on sait encadrer nos activités. Et on sait si on est en danger ou pas. Et on a de plus en plus de choses comme ça. Et sur la partie intérieure des terres, on a la problématique liée à l'eau. Il y a de plus en plus, il y a de moins en moins d'eau, et notamment dans les secteurs où l'eau elle est contrôlée par la partie barrage. Et là, on en vient au fait qu'on va nous demander de payer. En fait, il y a plus d'eau, mais si on paye, on a de l'eau. Voilà. C'est des discours qui sont assez compliqués à entendre. Voilà. Donc, s'il y a des élus, s'il y a des gens qui peuvent nous répondre sur ces parties complètement contraires en ce qu'on veut développer, et puis voilà. Oui, alors là, c'est des questions qui relèvent donc à la fois des compétences locales et des choix des collectivités ou des EPCI de proximité, des établissements publics de coopération intercommunale, qui adaptent une règle qui est donnée par l'État. Donc là, je ne pense pas que les gens de la table ronde soient légitimes. Peut-être l'ADEME, peut-être je ne sais pas, je ne vais pas répondre à la question en tant que telle, mais c'est ce que je disais au début. Je pense qu'il y a un vrai rôle à jouer de tous. Et notamment les collectivités à l'échelle de la planification et dans les politiques publiques, que ce soit à l'échelle régionale ou à l'échelle des collectivités ou même au niveau national, l'adaptation doit faire partie des enjeux de la politique. Et aujourd'hui, ce n'est pas uniquement l'adaptation d'une activité, mais c'est bien la prise en compte de l'adaptation dans la déclinaison des mesures. Et ça veut dire que, clairement, c'est un fait, si demain il n'y a plus d'eau, comment on fait ? Et donc, il y a une répartition à faire. Voilà. Et là, il y a un vrai rôle à jouer aujourd'hui là-dessus. Je ne dis pas aujourd'hui, c'est pas à moi, c'est à toi, etc. en tant que tel. Je pense qu'il y a un rôle à jouer et la collectivité doit mettre autour de la table l'ensemble du secteur voilà, là-dessus. Et pour ça, on a, et je pense que ça a été aussi diffusé, travaillé sur cet angle-là avec un outil pour encourager les entreprises à développer du coup une stratégie d'adaptation au changement climatique dans le secteur du tourisme, avec une méthode là et via un AMI encore qui a été lancé, où on encourage du coup les entreprises à se mobiliser. Appel à manifestation d'intérêt. Appel à manifestation d'intérêt, pardon pour l'acronyme. N'hésitez pas à se mobiliser auprès de moi directement, ou je me mettrai en contact auprès de ma collègue. Mais il y a une initiative en cours pour essayer de travailler du coup avec l'ensemble du secteur du tourisme, qu'on soit une activité proprement dit, un hébergement ou un autre secteur croisiériste et autres, pour travailler sur une méthode d'adaptation du secteur du tourisme au changement climatique. Peut-être une dernière question avant de clore et de vous laisser profiter de ce qui nous est proposé par Millot à la Halle. Oui, Serge, pardon. Oui, pardon. Juste, je voulais rebondir sur la question de l'eau, parce que même si ce n'est pas la même question que sur les compétences sur le littoral, mais on est aussi impacté soit en termes d'activité, en tant que pratiquant de sport de montagne ou en tant que gestionnaire de refuge. Et la question de la pédagogie, de la communication, elle est hyper importante pour essayer de faire comprendre que certains refuges qui ont des douches, par exemple, on va dire en temps normal, là, de plus en plus, les douches vont devenir inaccessibles puisque la ressource en eau ne le permettra pas. Il y a des refuges qui n'ont pas de douche, on est clair. Mais dans les projets de rénovation, on peut se poser la question de est-ce qu'on va vers plus de confort, parce que c'est aussi une attente du public, parce qu'on veut de l'électricité pour recharger tous nos portables, nos montres et compagnie. On veut profiter de la douche. On est sur un massif transfrontalier avec des positionnements différents, des hébergements où on peut se retrouver en hiver dans un refuge avec justement des douches chaudes, de l'électricité, et on passe un col, et là on n'est plus du tout dans les mêmes conditions d'hébergement. Et donc le message qu'on essaie de faire passer, mais c'est compliqué, il y a plein de questions aussi chez nous, idéologiques presque, entre les différentes postures, mais on essaie quand même d'avancer sur au lieu de montrer que non, le refuge ça doit être comme ci, comme ça, c'est rustre, on ne se lave pas et on se lève à 4 heures, c'est essayer de dire non, en fait, aujourd'hui ou cette semaine ou cet été, peut-être qu'on n'aura pas accès à beaucoup d'eau parce que en fait on n'en a pas, on peut pas se le permettre. Ou si on veut être ouvert tout l'été et pouvoir profiter quand même de la saison,
on rogne sur cet aspect-là. Mais du coup, la question du message, c'est essayer de dire c'est pas confortable, mais pas parce qu'on le souhaite, pas parce que c'est un positionnement futur, mais parce que c'est la question de la ressource qui, en milieu isolé, est absolument compliquée à gérer. Nahuel, je crois que tu voulais intervenir. Moi aussi, j'aimerais faire un rebond sur l'exemple concret de l'Agence des Pyrénées concernant le vélo. On a la chance en Ariège d'avoir l'ADT qui s'est vraiment positionné sur la filière vélo. Donc, dans ce cadre-là, on a eu la chance d'aller exposer au Vélo Folies en Belgique avec Caroline qui est là. Et là, clairement, il y a une vraie tendance forte sur la destination Pyrénées. C'est la mode. C'est le plus gros salon du vélo européen. Et les Pyrénées, c'est vraiment en vogue dans le cyclisme. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et donc, en préparant les tables rondes, j'ai été voir ce que vous avez fait, les exemples concrets que vous avez fait. Et donc, l'ADT, Caroline, m'a mis en contribution et tous les acteurs locaux pour faire des circuits d'excellence, 12 circuits d'excellence que j'ai pu retrouver dans votre travail. Donc ça, je vous félicite parce que c'est bien de faire ensemble. On en revient au même point. On y arrivera que si on fait les choses ensemble. Donc, voilà. Encore une intervention ? Oui. Oui, bonjour à vous. Moi, je suis Geoffroy Vette. En fait, je suis chargé de mission des activités de pleine nature sur une communauté de communes à 30 km de Montpellier, là, sur la vallée de l'Hérault. Et moi, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, monsieur, et faire même carrément le contre-coup de ce que vous avez dit. C'est-à-dire que, est-ce que justement, ce que vous faites, en fait, on n'est pas dans le... C'est pas là où on est un peu dans le faux. Je vous donne un exemple. Moi, la communauté de communes sur laquelle je travaille, il y a un petit village que vous connaissez sans doute qui s'appelle Saint-Guillaume-le-Désert. Et en fait, la problématique, c'est que ce village, Saint-Guillaume-le-Désert, il est saturé. On peut plus. On est en train d'essayer de réguler au maximum les activités. Et le but de notre travail, c'est de ne plus envoyer les gens sur Saint-Guillaume-le-Désert, c'est de les envoyer sur le reste de la communauté de communes, plus au sud, etc. Je sais qu'il y a le même problème sur le Salagou. On parlait des stations de ski tout à l'heure, qui sont surchargées, qui sont débordées. Et est-ce que justement, l'avenir, enfin je sais pas si c'est l'avenir ou la direction qu'on doit prendre, c'est des fois de se dire, on l'a vu avec les Calanques, les Gorges de l'Ardèche, etc., qu'il y a des sites, il ne faut plus y aller, il ne faut plus faire de pub là-dessus. Il faut penser, réfléchir justement différemment, emmener les gens ailleurs. On ne pourra pas les laisser enfermer chez eux, les laisser dans les métropoles, etc., ça c'est sûr, mais par contre les amener ailleurs et dire qu'il y a des destinations où passer un certain nombre de personnes, passer une certaine activité, on ne peut plus développer, quoi. Parce que moi, je sais que je le vois et je suis confronté à ça. On se pose la question de savoir comment on peut faire. Et voilà, c'était juste la remarque que je voulais faire. Ouais, mais c'est un vrai enjeu. Vous prêchez un convaincu. Moi, je préfère le qualitatif au quantitatif. Donc là, il faut se réinventer et utiliser, je pense que le moyen de communication peut être très important, surtout maintenant quand on voit les problèmes liés à la communication digitale, quand on voit des spots qui sont surfréquentés à cause d'Instagram. Mais peut-être qu'on peut contrecarrer cette tendance-là en ouvrant des perspectives aux gens sur d'autres spots, peut-être un peu moins connus que Saint-Guillaume-le-Désert ou d'autres spots sur les territoires, mais d'aiguiller les personnes à aller découvrir d'autres spots parce qu'on a la chance d'avoir une région qui est magnifique, avec beaucoup de choses à valoriser. Donc ouais, je vous rejoins sur l'aspect, il faut vraiment privilégier l'expérience qualitative des gens plutôt que le quantitatif qui, pour moi, n'est pas l'avenir. Juste peut-être pour compléter aussi, c'est pareil, à l'échelle des Pyrénées, ce sujet, évidemment, on l'a aussi. Hein, et donc, c'est vrai qu'on essaie d'identifier différents spots et de pouvoir aiguiller les gens peut-être vers des endroits un petit peu moins emblématiques pour essayer de décongestionner. Par exemple, l'année dernière, on avait travaillé sur un guide du routard Pyrénées où une des directions qu'on avait prises, c'était peut-être de mettre en lumière des sites peut-être moins emblématiques, mais pour essayer justement de pouvoir élargir un petit peu l'offre touristique et de ne pas concentrer tous les flux sur les mêmes lieux. Et on peut être amené aussi à travailler sur certains sujets en accompagnement de projets, justement auprès de certains territoires, quand il y a des problématiques de flux trop importantes. Merci Christelle, merci Constance, merci Marie, merci Claude et merci Florence. Il nous faut terminer cette matinée par respect pour le déjeuner aveyronais qui vous attend au Hall de Millau. Donc merci de votre présence ce matin. On se retrouve plutôt vers 14h30.